Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Alors je remercie surtout Gérard Mongin qui m'a permis de venir ici parmi vous et de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'est particulièrement cher, c'est les campagnes de Napoléon III. Alors les campagnes de Napoléon Ier bien sûr, Napoléon III également. Et aujourd'hui, comme nous sommes le 30 avril, eh bien il était judicieux de vous parler plus particulièrement des combats de la Légion, mais il faut savoir, on le saura dans 3 minutes, qu'il s'en est fallu de très peu pour qu'aujourd'hui on ne se voit pas. Parce que, justement, il ne devait pas y avoir de combat de Cameroun et surtout, il ne devait pas y avoir de légion étrangère. Voilà. Donc, je vais commencer mon propos par ce Mexique. Pourquoi on a été au Mexique? Parce qu'en fait, quand les gens parlent du Mexique, de l'expédition du Mexique, pour ceux qui connaissent, on ne parle que d'une seule chose. C'est le caractère sacré de la mission qui va trouver son paroxysme au combat de Cameroun. Et à part ça, on ne sait plus rien. Mais on ne sait pas quels ont été les combats de la Légion. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Mais surtout, quels ont été les combats de la France et pourquoi nous y avons été. Alors, pour ceci, je vais d'abord vous parler un petit peu du Mexique. Donc, le Mexique profite de la guerre entre la France et entre Napoléon Ier et l'Espagne en 1808 pour proclamer son indépendance. C'était la perle de l'Espagne, ça s'appelait d'ailleurs la Nouvelle-Espagne, et c'était un pays très très riche. Il était composé de 2 ou 3 classes particulières, donc les Indiens, qui étaient considérés comme des esclaves, les criollos, les créoles, qui étaient les Espagnols nés au Mexique, et après les Espagnols qui venaient et qui repartaient. Donc cette guerre d'indépendance va être proclamée en 1808, mais la guerre va durer jusqu'en 1823. À partir de 1823, donc c'est définitivement l'indépendance, et avec tous ces nouveaux pays, comme on les a connus dans plein d'autres expériences, eh bien, vont se battre entre eux pendant quasiment 30 ans. Empire, royauté, république, coup d'État sur coup d'État, guerre entre une partie du Mexique et une autre partie, et donc on en arrive en 1860, où c'est notre ami Juárez qui va prendre le pouvoir. Mais entre-temps, il y a un pays qui est en haut et bien, qui va profiter de cet État. Voyant le Mexique faible, et pour une question absolument fallacieuse sur l'indépendance du Texas, les Américains vont déclarer la guerre au Mexique. Donc avec une armée bien plus entraînée, bien plus forte, et surtout avec une volonté de briser le Mexique. C'est ce qu'on appelle la guerre injuste, comme dira le général Grant, et à l'issue de cette guerre, eh bien, le Mexique va perdre le Texas, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, la Californie, donc quasiment les 2 tiers de son pays. Les Américains ne renoncent pas d'ailleurs à s'emparer du reste du pays, mais ils ont d'autres chats à fouetter, la guerre de sécession entre autres. En 1860, comme je l'ai dit, c'est Juárez, un Indien, qui va prendre le pouvoir. Donc il s'installe au pouvoir et la première chose qu'il fait, c'est dire qu'il ne paiera pas la dette immense qu'il doit à 3 pays, la France, l'Espagne et l'Angleterre. Donc à partir de ce moment-là, que vont faire ces pays-là? Ils essayent de récupérer leur argent. Mais comment faire? Le Mexique, c'est de l'autre côté du monde à cette époque-là. Donc, eh bien, on va essayer de monter entre les 3 pays une armée pour faire rendre gorge, alors non pas aux Mexicains, à Juárez, puisqu'il faut savoir qu'une grande partie de la population mexicaine est anti-juaristas. Donc, Napoléon III, titillé par Eugénie, son épouse, espagnole, n'oublions pas, et qui a une dent contre les Mexicains, mais surtout titillé par son demi-frère, le duc de Morny, eh bien, va accepter de rentrer dans la coalition qui va faire qu'une armée française va partir au Mexique pour récupérer la dette. Alors, c'est une grosse expédition, qui est commandée, l'expédition maritime, par... Tout le monde m'entend bien? Oui. Avec l'amiral Jurien de la Gravière, et une multitude de bateaux comprenant 3 armées, une française, une espagnole et une britannique, arrivent vers le Mexique. Les Anglais, que nous connaissons bien,
dès lors où ils arrivent aux Antilles, vont décider de faire une tractation secrète avec Juárez et ils vont rembarquer et ils vont repartir. Donc on se retrouve les Français et les Espagnols. On n'est déjà plus dans la même mouvance. Les Espagnols, commandés par Prim, qui est très français et anti-juariste, va commencer sa mission. Mais les Espagnols décident que la situation est trop compliquée, que les miasmes qui sont sur Veracruz leur causent trop de dommages. Les Espagnols rembarquent, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une expédition du Mexique franco-française. Enfin, mexicaine également, puisque nous avons les Mexicains qui sont là également pour nous. Donc on va envoyer des troupes, donc le général Laurencé d'abord, qui va arriver avec des troupes importantes. L'infanterie, les chasseurs d'Afrique, les zouaves, les tirailleurs, les chasseurs à pied. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas parlé des légionnaires. Pourquoi ? Eh bien parce que la Légion ne part pas au Mexique. La Légion n'y va pas. Alors, tous les officiers du régiment étranger vont écrire directement, sans passer par la hiérarchie, vont écrire directement à l'empereur pour lui demander de venir au Mexique. Donc tous les officiers seront punis, mais le colonel à l'époque, Jeanne Ingros, va obtenir que le régiment étranger parte au Mexique. Donc c'est pour ça que je vous disais, il en est fallu de très peu pour qu'on ne parle pas de Camalone. Le général Fauré, puis le général Bazaine, futur maréchal, acceptent que la Légion arrive. La Légion, alors ça se passait en 1861. La Légion arrive au Mexique en 1863, mars 1863. Donc elle est composée de compagnies d'état-major, la musique, 2 bataillons, et chacun des bataillons a 7 compagnies. Ils sont commandés par le colonel Jeanne Ingros. Alors Jeanne Ingros, ce n'est pas un légionnaire. C'est un homme qui est sorti du rang. Il a fait toutes les campagnes d'Algérie en 1830, les campagnes de 1848, et depuis l'Empire, il est en train de tout monter. Et nommé colonel, comme la place est libre, il demande, ce qu'il demandait depuis longtemps, il demande la Légion et il l'obtient. Il terminera général, donc d'ailleurs il est en uniforme de général ici, et lui il prend sa mission à fond. Le temps que la Légion arrive sur le Mexique, il y a un verrou qui empêche l'armée française et l'armée mexicaine alliée de s'emparer de Mexico. C'est la ville de Puebla. Alors Puebla, donc la bataille va durer quasiment 2 mois. C'est une ville qui a été fortifiée par les Mexicains. Mais quand je dis fortifiée, c'est pour de vrai. Ils ont fait des tunnels, des souterrains qui font que chaque maison correspond à chaque autre maison, et c'est un combat de localité qui va durer 2 mois. La cathédrale a été transformée en forteresse, et sous les ordres de Bazaine, il faut un temps fou pour essayer de prendre cette forteresse. La mission pour y aller, on débarque à Veracruz, et le chemin, le seul chemin pour arriver à Puebla passe par ici. Un chemin qui varie entre les miasmes et le vomito negro. Alors le vomito negro, c'est le vomi noir. C'est une sorte de paludisme, les médecins seront meilleurs que moi là-dessus, qui fait vomir, on vomit donc du sang, ce qu'on appelle le vomi noir. Donc on monte plus haut, ici on arrive à 1400 mètres, où là déjà la température est bien plus supportable. Quand je dis plus supportable, ça veut dire qu'il fait 40, voilà. Mais au moins c'est sec. Voilà. Il n'y a pas les miasmes de Puebla. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette légion qui vient d'arriver et dont on ne sait que faire, en fait on va la positionner sur la route. Donc, aux grandes dames du colonel Jeanne Ingros, on va positionner les légionnaires pour qu'ils surveillent la route. Ce n'est pas une mission de légionnaire, vous l'aurez compris. Et les légionnaires sont malades. Ils sont malades comme les autres. Donc, ils se positionnent compagnie par compagnie. La 3e compagnie, elle est positionnée à Palo Verde. Ce jour-là, le 29 avril, on apprend qu'un très important chargement arrive de Veracruz et qui doit aller jusqu'à Puebla. Armement, munitions, médicaments et surtout la paye de 6 mois. Et dans ce coin-là, à peu près ici, vous avez un colonel, le colonel de Paula Millán, colonel mexicain, qui a 2000 hommes et qui, lui, apprend
que ce chargement va arriver. Donc, on alerte, Jeanne Ingros alerte la 3e compagnie, qui se trouve à Palo Verde, sauf que tout le monde est malade. Donc, il y a un capitaine adjudant-major, qui s'appelle d'Anjou, je vais vous le présenter, qui prend le commandement de cette 3e compagnie, dont il ne peut réunir que 62 personnes. Les cuisiniers, les comptables, les secrétaires, parce que tout le monde est malade. 2 officiers, les sous-lieutenants Maudet et Villain, le porte-drapeau et l'officier comptable, l'officier payeur, eh bien, décident de partir avec d'Anjou pour effectuer une reconnaissance. Ils sont donc 65. Les 2 sous-officiers sont issus de soldats. Ils étaient soldats, ils ont monté le rang jusqu'à sous-officier. Par contre, d'Anjou, lui, je vais vous le présenter un petit peu mieux. Donc, ils montent jusqu'à Palo Verde, ils font un arrêt dans un village qui s'appelle Camarón de Tejeda. C'est Cameroun, d'accord? On va le franciser par le nom de Cameroun. Ils vont passer par Cameroun, ne trouvant rien, ils vont explorer le village et ils vont se positionner sur Paso del Macho, le passage de l'homme. Voilà. C'est le 29 avril. Le 30 avril, c'est le combat de Cameroun. Laissez-moi vous présenter quelques-uns de ces héros. Capitaine d'Anjou, Saint-Cyrien. Il a fait tous les combats. Il a perdu sa main gauche en Crimée. Mais il continue à servir, et c'est pour ça qu'il est capitaine adjudant-major, c'est parce qu'il ne peut plus combattre à cause de sa main. Le sergent Morzicki, c'est un Polonais, il va voir son importance tout à l'heure. Le caporal Men, alors le caporal Men, c'est un sous-officier de la garde impériale qui a démissionné. Il était adjudant, il a démissionné pour devenir légionnaire. Il est caporal à la Légion, bien entendu, et il a déjà la Légion d'honneur en tant que caporal. Le sous-lieutenant Villain, qui est le porte-drapeau, et comme je vous ai dit, le sous-lieutenant Maudet, qui est l'officier des détails, l'officier payeur. Le 30 avril, le combat de Cameroun commence. D'Anjou, vers 4 heures du matin, apprend que les troupes de Paula Millan sont à portée. En fait, ils sont espionnés. Ils sont que 65, hein. Ils ne connaissent pas le terrain. Je vous dis, ça fait un mois qu'ils sont là. Mais ils sont espionnés par les soldats de Millan. Et D'Anjou prend une décision. Je vais fixer l'ennemi le plus longtemps possible pour que le convoi puisse passer. Et c'est ce qui va se passer. Donc, les soldats sont sur le Paso del Macho. Ils apprennent par une personne que les troupes de Paula Millan sont là. Donc, ils décident de repartir sur la hacienda de Camarón. Parce qu'ils ont vu qu'à Camarón, il y a une hacienda, une ferme. Hein, d'accord? Donc, ils décident, on va aller jusque-là et on va les fixer. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Ils n'ont pas d'eau, puisqu'ils ont renversé toute l'eau. Les 2 mulets qui portaient toute l'alimentation et ainsi que toutes les munitions, eh bien, sont perdus parce qu'il y a une escarmouche, ils s'affolent et ils sont perdus. Donc, à ce moment-là, on décide de revenir, mais tout droit. Donc, il y a des passages absolument infranchissables. C'est des barrières de cactus. Donc, les soldats, avec leur corps, vont casser ces cactus. C'est-à-dire que pendant toute la bataille, ils seront, ça c'est quelque chose qui n'a pas été retenu, ils sont tous blessés par les piquants. Et sans eau, mais avec le courage des légionnaires, et encore une fois je le redis, le caractère sacré de la mission, c'est-à-dire nous allons fixer les hommes de Millan, eh bien, ils s'enfoncent, ils rentrent vers Camarón, et ils arrivent dans la hacienda. Cette hacienda, la voici. Alors, ça l'affaire. Pourquoi? Parce que cet immeuble est déjà pris par les Mexicains. Ils sont arrivés avant eux et ils tiennent le premier étage. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de créneau de tir. Donc en fait, pour pouvoir tirer, ils sont obligés de monter là-dessus, de monter les uns sur les autres, et ici, il y a une première brèche, et là, il y en a une deuxième. Et ici, vous avez donc le bâtiment principal. Et donc, il n'en reste plus que 58 sur les 65, et là, vous avez 2000 Mexicains qui arrivent. À ce moment-là, le capitaine d'Anjou fait jurer à tous ces hommes qui se battront jusqu'à la mort. C'est ce qu'ils jurent tous. Jurez-moi sur ma main de bois
que vous allez vous battre jusqu'à la mort? Et bien entendu, les légionnaires disent oui. Et il se fait tuer par un coup de feu qui arrive de cette maison. Cette maison, on n'arrivera pas à la prendre. En fait, les légionnaires ont occupé le rez-de-chaussée, mais il y a les Mexicains qui sont barricadés au premier étage et qu'on n'arrivera pas d'ailleurs à tirer. Donc vous imaginez la position intenable. Intenable. Là, il commence à faire 45 degrés. Les légionnaires sont ici. Danjou, avant de mourir, demande à Morziki, le sergent dont je vous ai parlé, de monter sur le toit ici et de regarder ce qu'il voit. Et bien entendu, il voit toutes les troupes. Un capitaine mexicain arrive, l'aîné, il est d'origine française, et donc il parle en français à Morziki, et il lui dit bon, ok, c'est bon, vous êtes courageux, vous êtes une poignée, nous on est 2000, rendez-vous. Morziki rend compte, et on lui dit non, dis-leur qu'on ne se rendra jamais. Donc ce que dit Morziki. Premier assaut, les Mexicains attaquent, ils n'arrivent pas à pénétrer, et ils commencent à avoir des pertes très importantes. D'où la fureur qui s'empare de ces Mexicains qui veulent à tout prix prendre l'hacienda et éliminer les Mexicains, les légionnaires. Du chargement qui est en train de monter vers Palo Verde, on n'en parle plus. Tout est oublié. Millán pense qu'il va pouvoir réduire les légionnaires et pouvoir remplir sa mission, c'est-à-dire s'emparer du chargement. Morziki remonte sur le toit, et après 3 assauts meurtriers pour les Mexicains, mais également pour les légionnaires. Sauf que les légionnaires, ils ne sont plus que 50. Morziki remonte, l'aîné revient, il lui dit, bon voilà, ça y est, l'honneur est sauf, vous êtes bien battus, rendez-vous. Donc Morziki répond par un mot qui est peu réglementaire, mais très explicite. Je vous laisse imaginer le mot qu'il peut dire. Et on repart pour le combat. Comme je vous l'ai dit, les Mexicains attaquent par tous les fronts. Les Français, les légionnaires français, eux ne peuvent tirer que par 2 ou 3 brèches. L'entrée, une brèche importante qui est dans le sud-est, et sur le toit d'une sorte de soupente qui va être d'ailleurs la fin des légionnaires. Ils ont faim, ils ont soif, ils n'ont pas dormi de la nuit puisqu'ils sont partis à minuit de Palo Verde. Et surtout, il fait une chaleur de bête. Et ils sont tous blessés. Le sous-lieutenant Villain qui commande leur demande le plus grand courage et lui aussi est abattu par une balle qui est tirée de cette maison au premier étage. Donc c'est Maudet qui est blessé, qui prend le commandement et qui dit on se bat jusqu'à la mort. Les Mexicains commencent à rentrer dans l'hacienda puisqu'ils ont réussi à tuer ou à faire prisonniers ceux qui se tenaient sur la brèche et sur l'entrée principale. Donc là c'est un combat terrifiant. Ils n'ont plus de balles, ils tirent avec des pierres, ils mettent des pierres dans des canons pour tirer, et ils se mettent sous la soupente où il en reste 5. Au bout d'un moment, il reste donc le caporal Men, le sous-lieutenant Maudet, Morziki vient d'être tué, et il reste Coussi, qui va prendre 19 balles, et Constantini et Wenzel. Et Men lui dit à Maudet, Morziki vient de mourir, le gars il dit, un de plus, de toute façon on va tous y passer. Combien de balles il nous reste? Il nous reste 1 balle par arme. Et bien dans ces cas-là, on va faire une sortie. Donc imaginez une sortie de 5 contre les 800 Mexicains qui sont encore là-dedans. Et ils le font. Ils montent à l'assaut en criant Vive l'empereur. Cato prend 19 balles, meurt. Maudet est grièvement blessé, il mourra des suites de ses blessures, et Constantin et Wenzel sont blessés. Il en reste 3. Qu'est-ce qu'on fait? L'aîné revient. Maintenant, vous pouvez vous rendre, c'est bon, c'est fini, pas de problème. Et le caporal Men lui dit, il n'est pas dans une position pour dire quelque chose, mais il dit, nous nous rendons à une condition, que vous nous laissiez nos armes et notre fourniment. Voilà. Et l'aîné, devant cet héroïsme et ce toupet, dit « On ne refuse rien à des hommes comme vous ». Donc on va les amener vers Millán. À ce moment-là, il y a un cavalier qui arrive pour tuer les 3 Français, et l'aîné va l'abattre. Va abattre un de ses soldats pour protéger les 3 Français. Ils arrivent devant Millán, qui prononcera les célèbres mots « Pero no son hombres, son demonios ». Ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons.
Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, le souvenir qui nous reste, c'est le 30 avril. Voilà. Ce 30 avril, cette plaque, qui est à l'école militaire, aux Invalides, pardon, mais qu'on connaît un petit peu partout. D'accord? Le combat de Cameroun et, on le redit, c'est le paroxysme, l'effet inhumain, l'effet proverbial de la campagne du Mexique. Mais il n'y a pas eu que ça. Tout à l'heure, je vous parlais de Puebla. D'accord? Pendant ce temps, il y a la bataille de Puebla. Et donc, entre-temps, les Français sont très ennuyés parce qu'il y a une troupe de Porfirio Díaz, qui est l'adjoint du président mexicain, qui veut attaquer dans le dos les soldats de Puebla qui combattent pour prendre la ville. Pardon. Donc on va envoyer des troupes là-bas. Alors pourquoi je vous en parle, c'est parce que mon régiment a fait la bataille de San Lorenzo et que c'est sur son drapeau. Voilà. Le 9-9, c'est là où je faisais mon service militaire, et donc il y avait la bataille de San Lorenzo. Donc pour détruire cette armée qui vient au secours de Puebla, on va envoyer plusieurs régiments qui vont définitivement battre les Mexicains de Díaz à la bataille de San Lorenzo, le 8 mai. Et donc, à la suite de ça, le 17 mai, eh bien, Puebla tombe. Donc, c'est le verrou, comme je vous l'avais dit, de Mexico qui tombe, et à partir de là, eh bien, on peut aller jusqu'à Mexico pour remplir la mission qu'on a donnée à Bazaine. Cette mission, c'est quoi? C'est de prendre Mexico. Mais après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, les troupes rentrent à Mexico, sous l'autorité de Bazaine. La population de Mexico les reçoit avec grande ferveur, puisque les habitants de la capitale sont anti-juaristas. Et donc, ils vont se mettre à la disposition des Français. Mais les Français n'ont plus de mission. C'était de prendre Puebla, et après d'aider les Mexicains à éventuellement reprendre le dessus sur les troupes de Juárez, mais surtout de récupérer la dette. Mais quelle dette? N'est-ce pas? Ça me rappelle une phrase de Saint-Exupéry. Le soldat n'est pas un homme de violence, il porte les âmes et risque sa vie pour des fautes qui ne sont pas les siennes. Voilà. Et j'insiste sur cette phrase parce qu'elle est vraie. Donc on a envoyé les Français pour récupérer la dette, et la dette, comment on la récupère? Donc là, on va trouver une autre idée. Les Mexicains, dans la conférence de Miramar, ont demandé, on dit qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut un leader. Eh bien, on a déjà eu un empire, et si on en avait un deuxième, on va demander à quelqu'un s'il veut être empereur. Voilà. Donc les Mexicains conservateurs vont se rendre en Europe et vont commencer à chercher un petit peu partout qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme empereur. Alors, il s'avère que François-Joseph, donc l'empereur d'Autriche, a un frère dont il aimerait bien se débarrasser, c'est Maximilien. Voici, donc, Maximilien d'Autriche, qui a épousé Charlotte de Saxe-Cobourg-Gotha, qui est la fille du roi des Belges. Voilà. Donc après moult tergiversations, ils acceptent l'Empire, voilà, de la Convention de la Soledad et la Convention de Miramar. Donc ils vont partir. Et ils partent avec des troupes françaises. Ils viennent à Paris pour dire au revoir à Napoléon. Napoléon les reçoit avec grande ferveur. Vous avez remarqué là, on ne parle plus de dette. Voilà, on ne sait pas comment on va les récupérer, cette dette. Et, eh bien, ils partent en bateau. Voilà. Alors, ce sont des gens, Maximilien et Charlotte, très collémontés de l'époque. J'en veux pour preuve que le trajet dure environ 6 semaines, le trajet en bateau. Et pendant les 6 semaines, ils vont s'attarder à créer le protocole impérial dans le palais impérial. Voilà. C'est-à-dire qu'on va m'appeler monseigneur, on va pas machin, au lieu de penser au Mexique. D'accord? Je suis cynique quelquefois, mais bon, je le revendique. Hein. Voilà. Donc ils arrivent en 64. Donc rendez-vous compte, ça fait déjà 3 ans que les troupes françaises s'y trouvent. Ça fait 1 an que la Légion s'y trouve. Et il accepte la couronne et les conventions de Miramar. Alors, la donnée militaire va un petit peu changer. Pourquoi? Parce qu'il arrive... Alors, il arrive avec des troupes françaises, mais il arrive également avec des troupes étrangères. Donc, les Autrichiens
bien entendu, il y a 5000 Autrichiens, puisqu'il est autrichien lui, hein, et 5000 Belges, puisque l'impératrice est belge. Mais également des choses plus étonnantes. Eh bien, vous avez le Khedive d'Égypte qui a envoyé des troupes pour nous aider, mais également des Hongrois. Hein, le roi de Hongrie, puisque vous savez que l'empereur d'Autriche est roi de Hongrie également, eh bien vous avez des Hongrois qui se sont engagés pour servir. Sauf que, vous avez vu tout à l'heure la carte, le Mexique est grand comme 4 fois et demi la France. Voilà. Et bien qu'on ait 70 000 ou 80 000 soldats, plus les troupes mexicaines qui nous sont alliées, eh bien on ne peut pas dire qu'il y a des combats de tous les jours, comme on en a connu à Cameroun ou à San Lorenzo. En réalité, c'est quoi le combat? Eh bien, c'est des marches harassantes pour trouver un ennemi caché. C'est des petits combats sporadiques pour essayer de réduire des troupes de rebelles qui se défilent à la première envie. Bon, bref, c'est pas terrible. Que pensent de ça les légionnaires? Ben, les légionnaires en ont marre. Eux, ils veulent se battre pour de vrai. Donc, certains légionnaires officiers demandent et obtiennent de servir dans la contre-guérilla du colonel Dupin. Alors, qui c'est ce monsieur? C'est lui. La contre-guérilla, ce monsieur, eh bon, c'est un gars qui a fait la campagne de Crimée, qui a fait la campagne de Solferino, qui a fait la campagne de Chine, et il a commis de telles exactions qu'il a été chassé de l'armée. Sauf que on a besoin de personnes qui ont du courage et qui ne regardent pas, qui ne sont pas très regardants. Et donc il va créer ce qu'on appelle la contre-guérilla. Pourquoi? Bien parce que la guérilla mexicaine se conduit de manière absolument atroce. Quand ils prennent des Français, quand ils prennent des alliés des Français, quand ils prennent des Mexicains pro-empereurs, des villages qui ont vu passer, ça nous rappelle une autre guerre, hein, plus récente, quand une troupe française passe dans un village et que les gens leur donnent à boire ou à manger ou quoi que ce soit, la guérilla arrive et tue tous les hommes pour les punir de faire ça, pour que les hommes ne le fassent pas. Donc, Dupin a été réintégré dans l'armée et il va créer cette contre-guérilla qui va obtenir des résultats faramineux. Pourquoi? Parce qu'ils combattent pour les mêmes choses. Donc là, vous avez quelques officiers de la Légion, du régiment étranger, qui ont obtenu de pouvoir servir là. Vous avez également le petit-fils du maréchal Ney, le duc d'Elchingen, Michel Ney, duc d'Elchingen, va servir dans la contre-guérilla. Vous avez également des déserteurs sudistes. Vous avez des tirailleurs, des officiers de tirailleurs. Bref, cette contre-guérilla va être tellement performante que, à l'école de guerre, à Côte-Quidan, à Saint-Cyr, eh bien, on va l'étudier. Et aujourd'hui, on continue à étudier cette contre-guérilla pour les performances et les excellents résultats qu'ils ont obtenus. Alors tout ceci n'empêche pas la réalité, hein, c'est que, voilà, la zone d'influence de l'empereur Maximilien est petite, elle est vraiment pas... voilà. Je vous donne un petit exemple. De Mexico à Tijuana, il y a 2800 km. Voilà. Donc, essayez de le comparer à la France, voilà, c'est absolument impossible. On va quand même employer Jeanne Ingros, qui entre-temps est passé général, mais qui a réussi à garder le commandement du régiment étranger, eh bien, fait des pieds et des mains, tape par terre pour qu'on emploie la Légion. Donc, on va l'employer dans des affaires secondaires, des affaires importantes, mais qui ont été encore une fois oubliées parce que Cameroun. Parce que d'abord Cameroun. C'est la bataille de Oaxaca, ou Oaxaca. Donc on va envoyer le régiment étranger à Oaxaca en janvier 1865 pour participer à la prise de la ville. Donc le régiment étranger se couvre de gloire là également et il prend une part importante dans la prise de cette ville. Entre-temps, il se passe autre chose, c'est que la guerre de sécession se termine. Le lendemain, Lincoln est assassiné. Et c'est donc le président Johnson qui prend la tête, hein, puisqu'il est vice-président. Et la première chose qu'il fait, c'est envoyer une ambassade, mais non pas à l'empereur Maximilien. Il envoie une ambassade à Juárez. C'est-à-dire que les États-Unis ne reconnaissent pas l'Empire. Alors, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'on sait que rapidement, il va falloir se battre contre les Américains. Napoléon III n'est pas du tout chaud dans cette affaire. Et il commence à se demander, au bout de 5 ans de présence, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère, hein? Enfin, pas moi, hein. Qu'est-ce que j'ai été envoyer les gens dans cette galère, voilà. Vous avez tous entendu parler de Cameron, on est d'accord? Mais il se passe un autre Cameron. Il y a des légionnaires parmi nous. J'en reconnais un au moins. Voilà. Où y a-t-il des monuments à la gloire de la bataille de Cameron en France? À Aubagne? Sinon? Bonifacio, oui. À Castelnau-le-Lez, effectivement. Pas beaucoup, hein. Je vais vous parler de notre Cameron. Un énorme Cameron, la bataille de Tacambalo. Les Belges, l'armée belge, combat. Je vous l'ai dit qu'ils combattaient eux aussi. Le 11 avril 1865, ils arrivent à Tacambalo. Là, on les attend dans un piège. Ils rentrent dans la ville, ils sont pris dans un traquenard, une souricière, et ils doivent se battre à la même chose que nos légionnaires, à 40 contre 1. Donc, tous les officiers sont tués, les soldats, les sous-officiers arrivent à se positionner dans l'église et font de l'église une forteresse. Toute une journée à se battre, et à la fin, bien entendu, les Belges se disent, bon, ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi, voilà. Et on leur promet la vie sauve s'ils se rendent. Ils vont se battre, ils vont perdre 3/4 de leur effectif, et ils vont finir par se rendre. Vous aviez entendu parler de Tacambalo? C'est pour ça que je vous en ai parlé. Dans toutes les communes de Belgique, vous avez un monument à la gloire des Belges de Tacambalo. C'était pour vous dire comme on veut quelquefois effacer l'histoire. Voilà. Là, c'est le militaire qui parle, excusez-moi. Voilà. Donc c'est la bataille de... il fallait que j'en parle. Pourquoi? Parce que l'héroïsme est là également. On va encore employer la Légion. Mais là, attention, on n'est pas loin des États-Unis. Il y a des incursions de l'armée nordiste. Et les légionnaires sont obligés d'aller se battre à côté de Monterrey pour dégager les troupes américaines qui commencent à s'en tirer. Enfin, ils ne sont pas là de manière belliqueuse, mais ils sont là pour montrer qu'on est là. Ils arrivent de Matamoros, aux États-Unis, et de Corpus Christi, et ils sont descendus là et ils font une ligne. Donc là, les légionnaires se disent, là, on va devoir se battre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on leur dit, surtout, battez-vous le moins possible, ne vous battez pas. Voilà. Mais vous avez entendu ça à un légionnaire, de ne pas se battre. Voilà, c'est impossible. Voilà. Donc, Jeanne Ingros obtient de partir à Barral, parce que là, il sait qu'il y a les troupes de Díaz. Vous vous souvenez de le célèbre Porfirio Díaz. Donc, c'est la bataille de El Parral ou Parral. Hein. Donc, en février 1866, qui va être un autre Cameron. Eh oui, tout le monde l'a oublié. La bataille de El Parral, ça va être un Cameron de l'armée française et de la Légion étrangère, qui va se battre dans les mêmes circonstances, qui va perdre. Ce ne sera pas le Cameroun, parce qu'ils vont reculer, qu'il y aura des pertes énormes. Bon, de l'autre côté, il y a des pertes également mexicaines, puisqu'il y a 2 généraux qui vont être tués. Ça leur fera les pieds, hein, d'attaquer la Légion. Mais ne pas oublier cette bataille également, la bataille de El Parral. Je vois déjà Gérard qui dit, ça, il faudra que je l'étudie de pied ferme. De pied ferme. Vous l'avez compris, la situation est sans issue. Voilà. Entre-temps, l'impératrice Charlotte est revenue en 65, elle est revenue en début 66, elle est revenue en Europe pour prier tous les dirigeants pour qu'on lui prête de l'argent, pour qu'on lui donne des hommes, pour pouvoir continuer à servir le Mexique. Il y a plusieurs entretiens déchirants avec l'empereur, qui lui dit qu'il n'a pas un seul homme et un seul franc à donner au Mexique. C'est fini. Donc lui le sait déjà, la dette, ça fait longtemps qu'on sait qu'on ne la récupérera pas, sauf que maintenant il faut se désengager de cette affaire. La pauvre Charlotte deviendra folle, hein. Bon, elle vivra sous la coupe de son frère, le
le roi du Mexique, pardon, le roi des Belges, hein, parce qu'entre-temps, le père est mort et c'est son frère qui est devenu roi. Et elle terminera misérablement sa vie mentalement. Voilà. Sauf que là, Maximilien sait qu'il faut partir. Mais lui, il ne veut pas partir. Lui, il est empereur du Mexique. Lui, il vit dans une cour dans laquelle tous ces hommes lui sont attachés. Tous les Mexicains qui vivent autour de lui sont attachés, dont 2 généraux, parmi les meilleurs généraux qu'il y a eu, c'est Miramón et Mejía, Mejía qui est un Indien, qui sont des gens qui ont un sens tactique absolument génial. Et croyant ça, eh bien, il autorise toutes les troupes à partir. Alors là, il faut partir quand même. Hein. Donc ça veut dire tout le monde doit rembarquer à Veracruz, harcelé par les troupes mexicaines et par nos amis les Américains, hein, qui vont aider, qui vont même faire venir des canonnières pour empêcher les embarquements ailleurs qu'à Veracruz. Ils vont quand même laisser le passage à Veracruz. Donc c'est quand même très très compliqué. Il faut faire descendre tout le monde. Et Maximilien, quand le dernier soldat belge, autrichien, français a embarqué, il va prononcer une phrase qu'on ne comprendra jamais. C'est « enfin libre ». Bon, oui peut-être, hein, libre, mais bon. Et donc lui, il va décider, avec Mejía et Miramón, je vais définitivement m'imposer dans ce pays et faire comprendre aux autres Mexicains que c'est moi l'empereur. Donc il va partir à Guanajuato, où il va subir une première défaite importante. Il va partir à Querétaro, et à Querétaro, il y a une bataille dans laquelle il est perdant. Donc, les troupes qui lui sont fidèles s'enferment sur Querétaro, mais ils sont là aussi entourés par des Mexicains nettement supérieurs en nombre. Et les troupes, malheureusement, les troupes de Maximilien ne sont pas légionnaires. Donc elles se débandent assez vite, ou enfin elles se battent jusqu'à la dernière extrémité, et après on s'arrête là. Et donc il est enfermé, il y a des pourparlers, et le général Díaz, encore une fois, lui, qui sera président par la suite, à la mort de Juárez, il négocie son départ. Il dit voilà, est-ce que je peux partir? Moi j'ai compris que le Mexique n'est plus mon pays. Est-ce que je peux partir avec Mejía Miramón? Et Díaz lui jure, hein, lui promet qu'effectivement on va laisser partir tous les hommes déjà, et après on va créer un convoi pour le laisser partir, lui et les 2 généraux. Comme vous le savez, les promesses n'impliquent que ceux qui y croient, hein, d'accord? Donc il est fait prisonnier et il est fusillé avec Mejía et Miramón, voilà, qui sont morts avec un grand courage, les 3. Ils se tiennent par la main et ils sont morts. Ils ont accepté leur mort. Bon, nous on a été pas très loin, à Querétaro, al Cerro de las Campanas, c'est-à-dire la colline des cloches, où ils sont enterrés. Et là commence le sordide de l'affaire. Il y a quelqu'un qui s'empare du corps. Il embaume. Et moyennant finance, il va faire tout le Mexique pour vendre le corps de Maximilien d'Autriche. Alors il y a le pape qui intervient, il y a le président des États-Unis, il y a beaucoup de monde qui intervient pour enfin donner à cet homme dont on peut dire... alors on peut le critiquer, oui, mais bon, il a cru vraiment, ça on peut le savoir, il a cru vraiment au bonheur du Mexique. Hop, voilà. Et donc, au bout d'une année, eh bien, son corps va revenir, et il est aujourd'hui à la crypte des Capucins. C'est le tombeau des empereurs à Vienne, hein, la crypte des Capucins. Voilà, ici. Hein. Maximilian Kaiser von Mexico. Voilà. Et l'aventure se termine. Alors l'aventure, elle se termine comment? Eh bien, voilà le bilan. D'accord? Les pertes françaises. 6654 morts. Bon. C'est pas non plus... hein, on a vu pire. Hein, d'accord? Dont la moitié sont morts du Vomito Negro, sur un contingent de 39 000 hommes. La Légion, quant à elle, alors ils étaient 1800 légionnaires, hein, eh bien, ils auront 31 officiers tués et 1917 sous-officiers.
Vous me direz, ça fait plus que ce que je vous ai dit. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a une noria, il y a des légionnaires qui arrivent. Ils passent d'abord par les Antilles, par la Martinique, hein, au fort de Zex, où ils sont formatés aux nouvelles températures et après ils montent. Voilà, donc c'est quand même, si on compare le nombre de morts, eh bien, un tiers des morts du Mexique, ce sont des légionnaires. Alors que tout à l'heure, je vous avais dit, ils étaient 2000 sur 39 000 qui étaient arrivés. Donc, oui, on peut le dire. Si toutes les troupes françaises ont été héroïques, je vais citer tous les noms des drapeaux qu'il y a sur le 9-9, sur le 2e de Zouave, sur le 1er tirailleur, sur les chasseurs à pied, où il y a la bataille de Puebla, eh bien, la bataille de San Lorenzo, à Culfinco, d'autres batailles. Eh bien, toutes les troupes ont été héroïques. Mais les légionnaires n'ont pas failli, comme dans les guerres d'avant et comme dans les guerres d'après, à donner tout ce qu'ils avaient pour le caractère sacré de la mission. Et je vous remercie. Et je suis prêt, si vous le souhaitez, à répondre à vos questions. Ou à écouter vos commentaires. Oui. Vous avez parlé d'une dette contractée auprès de l'Espagne, auprès de la France, auprès de l'Angleterre. Oui, de la Grande-Bretagne. Quelle était l'origine de cette dette? Eh bien, c'est-à-dire quand le pays est devenu indépendant, suite à toutes les guerres civiles qu'ils ont eues, ils se sont retrouvés totalement exsangues. Et surtout, il y a eu un gros problème. En 1827, le gouvernement mexicain a chassé tous les Espagnols. Et tous les Espagnols sont partis avec tout parce que tout leur appartenait, enfin, avec tout ce qui leur appartenait. Les usines, l'argent, les terres, mais également le savoir-faire. Ils sont partis avec le savoir-faire. Voilà. Et les Mexicains n'avaient pas pensé à ça et ils se sont retrouvés totalement démunis de tout. Et donc, ils ont demandé de l'argent. Alors, ils ont demandé de l'argent aux Américains, qui, pour les remercier, leur ont déclaré une guerre. Mais ils ont également demandé de l'argent aux 3 grands pays de l'époque. Hein. La France, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Voilà. D'ailleurs, on se demande comment les Espagnols leur ont prêté de l'argent. Mais bon. Voilà. C'était de l'argent qui était prêté par les banques. Hein. C'était pas prêté par les gouvernements. Ah non, c'était prêté par les banques. Ah oui. C'était une dette bancaire. Oui, c'est une dette bancaire. Mais comme... Entre gouvernements. Hein. Tout à fait. C'était une dette privée. Tout à fait. Et cette dette privée a été rachetée en partie par des affairistes comme Morny. Qui, cette affaire-là, finalement, en gros, ça se résume en 2 choses. C'est l'impératrice Eugénie, qui était espagnole, elle voulait peut-être à juste titre jouer son rôle. Morny, qui était affairiste, avec des Anglais aussi, parce qu'il y avait des affairistes anglais en même temps. Ah ouais, Cunningham, oui, bien sûr, oui. Tout à fait, oui. Pour encaisser, si vous voulez, un coup juteux. Tout à fait. Voilà, ça s'est passé, à mon avis, ça s'est passé comme ça. Non, mais ça s'est passé comme ça. Hein. L'empereur, il a profité un peu, finalement, Napoléon III, qui était un bon diplomate, il a profité de l'affaire de la guerre civile américaine, qui avait fragilisé les Américains, pour pousser un peu des pions. Oui, voilà, oui. Ce qu'on n'avait pas en Amérique. De l'alliance, à la limite, d'essayer de recréer une alliance franco-espagnole, on peut le dire, comme avant. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je m'arrête là. Mais... Tout à fait. Oui. Alors il y en a une immense à Bruxelles, dans le parc du Millénaire. Vous en avez à comment s'appelle cette ville-là? À Courtrai. Alors moi, celle que j'ai vue, hein, à Bruxelles, à Courtrai, à Louvain, à Bouillon, à Liège, Anvers, oui, voilà. Enfin, celle que moi je connais. Voilà. Oui. Pardon? Du cinquantenaire. Non, il n'y a pas le parc du Millénaire. Enfin, c'est le parc qui est en face du Palais Royal. Le parc Royal, excusez-moi. Voilà. Tout à fait. Il y a une belle photo que j'ai prise, vous l'avez remarqué. Voilà.
qui représente d'ailleurs un soldat, enfin la tombe d'un soldat. Ouais. L'armement de ces légionnaires, les fusils que vous avez? Alors à ce moment-là, c'est le fusil 1840 à Silex, mais on commence déjà à voir à partir de 1861 l'ancêtre du chassepot. Voilà. Le chassepot, alors chassepot c'est une arme merveilleuse, d'abord parce qu'elle est à canon rayé, et surtout parce qu'elle a un chargeur. À ce moment-là, il faut savoir que, par exemple, pendant la guerre de sécession, les Américains n'ont pas de canon rayé. La Winchester, ne va arriver que dans les années 1863-64, ils ont eux aussi du silex. Et les Mexicains, leur armement, c'est de l'armement américain. Voilà, donc c'est l'arme, mais c'est le chassepot, le célèbre chassepot, avec lequel on fait pas mal de choses, surtout à l'époque. Ouais. Le retour de ces soldats en France, ça s'est passé comment? Ben, personne ne l'a su. Hein. Personne ne l'a su. Et le régiment étranger il est retourné à Belle-Abbesse. Hein. Donc, voilà. C'est le propre du soldat français. Et la main? La main, elle a été perdue, elle a été récupérée par l'aîné, et après, j'en sais pas plus. Mais donc, je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors, comment elle s'est retrouvée à Sidi Bel Abbès d'abord et maintenant à Aubagne, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Voilà une grande question. Alors, dans l'armée, on dit, je ne sais pas, mais je vais me renseigner. Voilà. Et je vous donnerai ma réponse dès que j'aurai la... Voilà. Elle a été retrouvée 2 ans après chez un paysan du coin par un officier mexicain. Ah, c'est possible. Qui a accepté de la rendre. C'est pour ça qu'il manque peut-être un... Elle a été retrouvée 2 ou 3 ans après chez un... Ouais, c'est possible. J'avoue, là, je vous crois sur parole. Oui, je vous crois. Ouais, tout à fait. Ouais. Eh bien, merci pour tout. Voilà, merci. Vous savez... Non, j'ai éteint. Attendez. Vous savez comment ça va marcher? Ça marche? Vous savez comment on finit? Donc je vous demande de tous... Je connais un autre monument. Vous le voulez bien? Au Crès. Montez sur scène, montez sur scène. Ah, au Crès peut-être, oui. Le maire socialiste a fait un monument, un petit square avec Avec ça, d'accord. Un peu, mais... Et à Castellon, on a un gros rocher. Là, Merci de monter sur scène rapidement. D'accord. Merci à vous. D'accord. Ça va, baby? Ça va. Ça s'est passé comme il fallait ou non? Hein? Ça s'est passé comme il fallait ou non? Oui. Qu'est-ce qu'il te filmait, donc de temps en temps, t'as la tête coupée. Ouais. Coupe-lui la tête. Avancez. Mettez-vous sur l'estrade, s'il vous plaît. Tu le filmes là, non? T'as fini? Arrêtez. Mais attends, comment il fait autant de choses sur moi, ce mec? Ah, aucune idée. Je ne sais pas. Il a fait son enquête. Ah bah, ça c'est sûr, hein. Je vous vois pas. Encore un peu. Vous pouvez descendre un peu jusqu'à la porte a priori. Voilà. Montez tous. Vous pouvez rester aux premières lignes, c'est vraiment. Hop là. Viens avec moi. Allez, s'il vous plaît, allez d'abord sur scène après. Sur scène d'abord. Tout le monde, s'il vous plaît. Bernard. Sur scène, s'il vous plaît. On va se mettre là, Je vous accompagne. Vous serrez, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre en première au-dessus de l'estrade. On n'a pas tout le monde encore. C'est un grand derrière, ça. Voilà, on est presque tous là encore, mais ça va préciser encore quelques-uns. Serrez-vous un petit peu sur le côté. Ah, s'il vous plaît. C'est pas le carton, d'accord. Non. Là, je ne veux pas serrer encore un petit peu. Serrez les rangs. Allez, serrez les rangs. Alors. Vive la France, vive les Français, vive la nation et vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Gérald,
Attendez, ne quittez pas maintenant, c'est bon. Gérald.